La prochaine fois, prévenez-moi qu'il faut absolument que je regarde l'Eurovision. Moi, j'avais pas maté depuis l'année où c'était ma cousine qui représentait la France. Et entre-temps, ça a l'air d'être devenu très bon délire. Ça, je l'ai compris dimanche matin en ouvrant Twitter quand j'ai vu que tout le monde s'était transformé en Kate Moss. Que des masters de poudre, que des pros de la narine Dyson. C'était une manifestation de cheminots. Bon, apparemment, malgré leurs avis d'experts, le chanteur italien n'aurait pas pris de cocaïne. Peut-être qu'il était tout simplement comme ça en train de lire des comics sous la table parce que la chanson biélorusse détourner l'avion à la maison le saoulait un petit peu. En attendant, celui qui est allé encourager les coureurs cyclistes du Tour d'Italie en leur courant après avec une tronçonneuse, lui, il mérite de représenter sa nation au concours international de Leatherface, catégorie chaînon manquant. La connerie, ça a quelque chose d'éternel. Les éternels, on va en parler justement, puisque ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 298e JT Comics. J'ai vu qu'il allait sortir des baskets, des monstres Universal. Je me suis dit qu'elle est le con qui a fait des sneakers en peau de Michel Fourniret. Puis après, j'ai compris que c'était les monstres d'Universal Studios. Petite déception cependant, puisqu'il n'y a pas l'homme invisible. Alors, petit tuto pas cher pour vous. Vous prenez des baskets tout à fait normales. Vous allez patauger bien allègrement dans les toilettes d'une aire d'autoroute. Et puis, vous marchez dans du PQ et paf, le tour est joué. Les plus hardcore le feront pieds nus. En attendant, pour nous, il est temps de marcher vers les news de la semaine. Café amer. La seule différence entre lui et le mur de Berlin, c'est que lui au moins il est toujours debout, mais Zack Snyder divise tout autant entre ceux qui rêveraient de le voir tomber et ses fans les plus hardcore qui rêveraient de lui faire des petits graffitis dessus comme ça. Le réalisateur est revenu devant les caméras de Vanity Fair sur l'ensemble de sa carrière et il a forcément abordé Watchmen. Il est fan du roman graphique, il dit que c'est l'un des plus grands jamais écrits, il dit que quand on lui a proposé, il savait que ça serait tendu d'adapter ce genre de choses, mais que si c'était pas lui qui le faisait, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et quand il a vu dans le script que ça ne respectait pas tellement le comics, il s'est dit moi je vais accepter, puis je vais essayer de ramener le maximum d'éléments pour être fidèle au comic book que possible. Donc il dit que le film a 10 ans d'avance, que pour lui ça reste un grand classique, qu'il avait essayé de faire ça dans les codes de la bande dessinée, et que depuis les codes du cinéma se sont un petit peu mélangés, enfin depuis le cinéma court après la bande dessinée. Ça pourrait rester tout à fait discutable, mais pourquoi pas. Et puis il termine en disant j'ai vraiment envie de contacter Alan Moore pour aller prendre un café avec lui et m'expliquer. Alors il est trop malin, il profite de la réouverture des terrasses pour inviter le patron à boire un café. J'aurais fait absolument la même chose. Alors pour ceux qui ne savent pas, Alan Moore, c'est le patron, c'est le scénariste de Watchmen entre autres, qui n'aime absolument pas l'adaptation qui en a été faite, à tel point, je le dis pour ceux qui disent qu'il crache dans la soupe, qu'il a reversé tous ses royalties sur le film, donc on parle de millions et de millions, au co-créateur, et donc Dave Gibbons, le dessinateur de Watchmen. Bon après il a répondu au Guardian en disant non, mes films ne sont pas des films de droite. Il a dit moi je vote démocrate. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure des excuses aux États-Unis en tout cas. Il a dit moi je suis pour que tout le monde s'exprime, je suis pour que les minorités prennent leur place, je suis pour le droit des femmes, on espère un petit peu plus que Joss Whedon qui a apparemment un comportement de comment s'appelle ce truc dans lequel tu mettais déjà de sac à merde, voilà, de sac à merde, puisque Gal Gadot a bien confirmé qu'il avait porté atteinte, menacé sa carrière. Gal Gadot qui apparemment se soucie plus des droits des femmes actrices que de ceux des Palestiniens, mais là c'est plus une news, c'est un stand de tir, donc je vais me calmer. Et donc Zack Snyder qui veut prendre un café avec Alan Moore, alors ça pourrait aider quand il dit qu'il ne fait pas des films de droite, mais le patron, ce qui va le plus l'intéresser, c'est de savoir que Zack Snyder rêve de faire un film religieux et un film pornographique. Et je pense que s'il annonce qu'il veut faire les deux en un, il reçoit carrément un coup de fil d'Alan Moore qui l'invite chez lui au café pour coproduire. Les Éternels. On a eu droit à la première bande-annonce des Éternels et Marvel nous surprend puisqu'ils ne nous ont pas habitués à de la finesse dans leur bande-annonce. Je vous invite à aller revoir la toute première brique, ou devrais-je dire du premier IPN du Marvel Cinematic Universe, Iron Man. Tous les points clés de l'intrigue quasiment sont spoilés par la bande-annonce. Le fait qu'Obadiah Stane est plutôt un antagoniste, le combat final avec l'Ironmonger, le fait qu'ils se rapprochent, Tony et Pepper, le fait qu'elle sait que c'est Iron Man, enfin tout y est. Et là, le problème avec les Éternels, c'est qu'ils n'ont pas ce statut iconique comme pour avoir un Batman dont il suffit de voir deux traits sur du papier pour le reconnaître immédiatement. Donc Marvel il va à tâtons avec cette bande-annonce qui ne spoile pas grand-chose au final. C'est un petit peu comme quand tu rencontres ton nouveau proctologue pour la première fois. C'est à la fois une présentation et puis une introduction. La présentation de tous les personnages et puis la façon dont ils viennent s'imbriquer dans ce Marvel Cinematic Universe déjà plutôt bien établi. Alors
les Éternels, ils ont été créés par les Célestes, qui sont des extraterrestres aussi anciens que l'univers, qui sont venus mettre des petites claques à Darwin et faire des expériences sur les singes pour les faire évoluer en 3 types de catégories. D'abord, il y a les humains, puis il y a les Éternels, que si c'était Apple qui les avait créés, il les appellerait les Éternels, les humains Pro Max. Et puis il y a aussi les déviants, si c'était Apple qui les avait créés, ils appelleraient ça Samsung, tout simplement. On a déjà perçu des Célestes dans le MCU, morts, avec la planète Nowhere qui est aménagée à l'intérieur de la tête d'un Céleste décédé, ou vif, avec par exemple la planète Ego, consciente, qui aime bien niquer des mères, enfin au moins celle de Peter Quill en tout cas, et puis on a déjà aperçu des déviants surtout, on a aperçu Thanos, rien que ça. Voilà, les Éternels débarquent à bord de leur triangle belin d'apéro géant, et puis ils viennent aider les humains avec leurs pouvoirs extraordinaires. Alors ils ont à peu près tous les mêmes, et déjà ils maîtrisent vraiment l'énergie cosmique, ils peuvent en faire ce qu'ils en veulent, et c'est les plus puissants pour ça. Donc ils ont après une force surhumaine, et puis suivant leur popularité, ils ont certains des petits pouvoirs de plus que les autres, on va voir ça, mais ils aident un peuple primitif à passer en une espèce de société assez structurée. Leur papa Jack Kirby s'est inspiré des dieux et des héros de la mythologie pour leur donner vie et pour rendre un petit peu tout ça flou, vous allez voir, puisque Circe n'est autre que Circé, la sorcière de la mythologie grecque créée par Homère, qui maîtrise, elle, la transmutation, donc le fait de transformer de la matière en une autre. Et l'exemple le plus célèbre et le meilleur dans l'histoire, ça reste changer l'eau en vin, et elle arrive à le faire aussi, Jesus style. Icaris, ça vous l'avez, c'est Icare, celui qui a volé trop près du soleil, ses ailes ont fondu, paf, il s'est tué, mais il n'a pas suivi les conseils de son père qui était de ne pas voler trop haut, mais de ne pas voler non plus trop bas, puisque sinon ses ailes pourraient se gorger d'eau, devenir trop lourdes et pourraient se noyer tout simplement. Donc voilà, faut pas s'abaisser à trop de choses, sinon tu te retrouves à jouer la petite souris à l'Elysée, attention. D'ailleurs son histoire elle est liée, puisqu'il avait un fils qui s'appelait Icare, il lui a fait des ailes, son fils s'est tué avec ses ailes, et donc il a pris le nom de son fils Icaris en hommage, et donc lui c'est un des plus puissants, c'est lui le chef originel. Là on voit pas grand chose de lui, dans la BD il maîtrise aussi un petit peu la télépathie, là il dit qu'il pourrait gérer les Vengeurs à la place de Captain America ou d'Iron Man. Athéna, Angelina Jolie, c'est évidemment Athéna, la déesse grecque aussi érudite que guerrière, là elle transforme son énergie cosmique en arme. Vous avez Macari qui n'est autre que Mercure, donc capable d'une grande vitesse, évidemment j'aimerais pouvoir lire mes comics et les kiffer à cette vitesse là. Elle sera interprétée par et comme étant sourde, pour être immunisée aux attaques sonores. Et puis vous avez Ajax qui est interprété comme le héros grec Ajax, qui là son pouvoir est axé, c'est Salmaïek, sur le soin, mais dans les comics Ajax c'était tout dans le facial, puisqu'il avait un casque qui pouvait te tuer rien qu'il te tournait la tête ou il te faisait la bise. Neil Gaiman lui avait ajouté la capacité de pouvoir communiquer directement avec les Célestes, tant qu'à faire il ressemble à une antenne 5G, pourquoi pas. Ajax et Macari ont été féminisés pour le film, et puis vous avez Phastos qui est inspiré d'Héphaïstos, le forgeron quasiment aussi légendaire que mon pote Max de Nous sommes des héros, donc là il va tout simplement fabriquer des armes. Et puis vous avez le pétillant Sprite, bout en train, le plus réservé Druig, et puis Kingo, qui lui au contraire aime beaucoup se mettre en avant comme dans les comics, où il voulait absolument briller, il cherchait l'attention au point d'être un samouraï, et quand les samouraïs sont passés de mode, il est devenu acteur qui joue dans des films de samouraï. Là apparemment il sera acteur à Bollywood. Et puis vous avez aussi Gilgamesh qui est inspiré directement du héros de la mythologie mésopotamienne, qui lui dans les comics avait été exilé par le père de Théna, Zuras, qui trouvait que par hubris il aidait beaucoup trop, il intervenait beaucoup trop auprès des humains. Et ça va être ça tout l'enjeu de ce film et de leur introduction, de savoir un petit peu comme dans Black Panther, quel est leur degré d'interventionnisme, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas intervenus avant, pourquoi est-ce qu'ils décident de le faire maintenant, est-ce que c'est parce qu'ils ont repéré un déviant Thanos qui faisait bordel, auquel cas ils arrivent quand même avec un petit peu de retard. Qu'en est-il des dissensions entre eux internes directement, puisque là ils ont l'air assez unis, mais dans les comics pas du tout. Vous avez Théna qui plusieurs fois prend parti en faveur des déviants puisqu'elle est amoureuse de l'un d'entre eux, puis vous avez Druig qui lui veut carrément se mettre en mode avion du reste de l'humanité. Puis qu'est-ce que vient foutre Black Knight dans tout ça, lui et sa magie arthurienne, on va voir. Moi en tout cas je suis ravi, et je vous avoue que mon intérêt a été boosté pour le film après avoir vu cette bande-annonce, déjà parce que ça fait plaisir de voir des décors naturels, et on sait que Chloé Zhao, la réalisatrice et scénariste du film, s'est battue auprès de Kevin Feige pour cela, et puis parce que ça donne envie de relire les Éternels du King Jack Kirby, qui est présent quand même sur cette bande-annonce, plus dans l'esprit on va dire, plus dans l'atmosphère ambiante, pas vraiment dans le graphisme. Pour ça je vous l'ai dit, il faut aller voir
le Thor Ragnarok, hein, mais on sait qu'il s'est inspiré de certaines théories, notamment des anciens astronautes, hein, selon lesquels des extraterrestres seraient venus nous visiter à l'époque préhistorique, et puis faire des expériences, nous modifier, se cacher parmi nous, devenir des dieux, enfin tout ça, c'est un propos central des Éternels, et on le retrouve, je trouve, dans ce trailer. Donc je suis très chaud, et je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de cette bande-annonce dans les commentaires. Oups! C'est la news insolite de la semaine, mais éditer un comics, hein, c'est toute une logistique. Depuis le moment où l'idée bourgeonne dans la tête d'un dessinateur, d'un scénariste, jusqu'au moment où on a le livre imprimé devant soi, eh bien c'est quelque chose, c'est tout un chemin, et c'est peut-être qu'ils ont oublié sur le Venom numéro 200, si jamais on additionne toutes les séries Venom qui sont parues, 35 si jamais on prend que celle de Donny Cates, ça sera l'épilogue, ça sera la toute fin du run de Donny Cates sur Venom. Alors elle a déjà été retardée de plusieurs semaines. Est-ce que c'est parce que Donny Cates a mis un peu plus de temps à rendre ses scripts? Est-ce que c'est parce que Ryan Stegman a mis un petit peu plus de temps à vouloir nous casser la rétine? Et apparemment ce numéro les planches risquent d'être magnifiques. Mais là ça ne sortirait pas avant le 16 juin pour exactement la même raison que parfois on se retrouve emmerdé aux toilettes. Plus de papier. Ça serait un chapitre plus conséquent, hein, plus de 22 pages, et si jamais l'imprimerie avait honoré la demande, eh bien il n'aurait pas eu assez de papier pour imprimer tous les autres comics Marvel. Donc ils ont préféré encore retarder le temps de pouvoir honorer, tout simplement parce que eh bien il y a des pénuries de papier depuis l'épidémie de Covid, hein, parce que les gens commandent plus en ligne et qu'il y a plus d'emballage et que les ressources sont redistribuées. Ça, et puis je pense aussi que la couverture de notre Monsieur Garcin National, que j'embrasse, hein, est tellement belle qu'elle a fait exploser le nombre de précommandes et paf, plus de papier. Je pense que c'est aussi sa faute indirectement, j'accuse. Batman partout. Chez DC, on s'est lâché en matière de news. Et alors, la demi-molle cosmique, pour moi, ça a été quand j'ai appris que Matt Reeves, J.J. Abrams et Bruce Timm allaient produire une nouvelle série animée Batman qui s'intitule The Caped Crusader et qui viendrait réinventer le Chevalier Noir en rendant hommage à ses racines noires, hein, le genre noir, donc de l'enquête du détective dur à cuire, qui est un petit peu au-dessus de la loi. Quelque chose qui était très présent à la création du personnage en 1939, l'âge d'or des comics, et justement les oreilles dessinées par Bruce Timm sur l'affiche promotionnelle rendent hommage à cette période-là. Donc moi je suis tout à fait chaud, ça va tout à fait, hein, le Batman détective dans la direction que prend Matt Reeves, dont on a d'ailleurs vu le Pattinson plus en détail à l'occasion d'une présentation d'une figurine Sideshow, un Prime One. Pour moi c'est un grand oui, hein. De toute façon quand tu entends Bruce Timm et série animée Batman, c'est comme quand tu entends Snoop Dogg et Weed, tu sais que ça va être de la bonne. Et puis comme Batman n'a pas assez d'exposition, DC décide de faire un nouveau crossover consacré au personnage qui viendra établir un nouveau statu quo, probablement servir de lien entre ce qu'on a pu lire du Future State et ce qui s'est passé entre, voilà, pour arriver jusque là, hein. Vous savez qu'ils nous ont présenté le futur mais qu'ils nous ont pas dit comment on allait y arriver. Donc là ça s'appelle Fear State, c'est Scarecrow l'épouvantail qui va faire régner la terreur sur Gotham City, et Batman va l'en empêcher avec aussi Jace Fox, hein, qui va devenir le nouveau Batman, qui va endosser la cape. Puis il n'y aura pas que Batman dans ce crossover, il y aura aussi du Harley Quinn et du Catwoman, hein. Vous allez aussi avoir une nouvelle série consacrée au Joker sur le Black Label, hein, par Rosenberg, par Joshua Hickson entre autres, hein, Joker qui va venir un petit peu poser des énigmes, qui va faire galérer son monde comme à son habitude. Et puis le petit digestif qui fait toujours plaisir, hein, c'est l'annonce par DC d'une série Superman versus Lobo. J'ai du mal à croire au versus depuis quelques temps, mais bon pourquoi pas, hein, on verra ce que nous propose Tim Seeley et Sarah Beatty, hein, qui en doit Money Shot, édité en français par Comics Initiative, et puis ça sera dessiné par Mirka Andolfo. Donc on va voir, hein, puisque ça va être ils vont être aux prises avec un égomaniaque fan des réseaux sociaux qui est un petit peu jaloux de leur popularité, en même temps, hein, quand tu es Lobo, et aussi une scientifique qui va vouloir, est-ce que c'est un savant fou ou pas, on verra. Lobo qui a la cote en ce moment, puisqu'il va sortir une mini-série avec lui et sa fille, et donc elle vient revisiter cette couverture iconique qui a déjà été revisitée plusieurs fois de Lobo. Moi je suis client. Kentaro Miura. Et la nouvelle dont on se serait passé cette semaine, c'est celle de la mort de Kentaro Miura à l'âge de 54 ans, hein, mort d'une dissection aortique. L'artiste qui était majoritairement connu pour avoir créé le personnage de Guts, le manga Berserk, hein, et donc il n'a pas fait que ça, mais je vais pas vous mentir, moi j'ai jamais lu Berserk, mais en tout cas s'il y a bien un manga sur ma liste, c'est celui-ci. Il y a lui, Aoshi Nako, l'intégrale d'Akira et Lone Wolf and Cub, hein, et donc bon, je sais à quel point son œuvre, en tout cas, hein, en parlant, en lisant, hein, son œuvre résonne dans le cœur de millions de fans et de milliers, de dizaines de milliers de créateurs, hein, qu'il a inspiré, hein, tout un pan de la pop culture. J'aime considérer l'art comme un acte de pure magie, hein, l'artiste étant un vecteur de quelque chose de spirituel, d'une forme de grâce, hein, et donc je suis allé voir
il avait un assistant, mais je suis allé voir la dernière photo qu'on avait de ce lieu où il fait opérer la magie, de sa table de dessin, et c'est émouvant de se dire qu'il le faisait Berserk et les autres mangas récents depuis ce petit bureau. Hein. Berserk fait partie de ces œuvres qui se dénotent de par le détail que l'artiste a porté justement à ses dessins, hein, à son ancrage, et c'est quelque chose qui est, on me l'a dit, hein, ça a rarement vu dans d'autres mangas, et donc ça lui coûtait aussi beaucoup, et ça c'est intéressant de s'interroger sur les conditions de travail, puisque j'ai lu une interview, je ne suis pas arrivé à la retrouver, si quelqu'un là, ça m'intéresserait, mettez-la dans les commentaires, où il disait que tant pis, il avait 50 ans, enfin à l'époque il en avait peut-être pas 50 quand il a donné l'interview, mais il disait j'ai 40 ans, 50 ans, j'ai pas eu de vie, je passe des heures et des heures, 14 heures par jour à dessiner Berserk, mais c'est comme ça, hein. Quasiment c'est ma mission, il en était investi, et bon ça m'a beaucoup touché. Apparemment son assistant serait prêt à reprendre le flambeau pour finir Berserk, alors certains sont très enthousiastes à cette idée, d'autres préféraient que l'œuvre s'arrête avec son papa, ils trouvaient ça logique en préférant donc le voyage à la destination au final. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça et ce que Berserk représente pour vous dans les commentaires. Lisez, et lisez, hein. Cette semaine je me suis mis en mode travail, Aquaman complètement sous l'eau, donc j'ai pas lu grand chose, j'ai quand même lu la série Symbiote Spider-Man, hein, et je me suis régalé, c'est le King in Black, hein, et donc la prémisse est complètement ridicule, c'est par Peter David et par Greg Land, hein. La prémisse c'est que, pour King in Black, Knull débarque sur Terre, mais il arrive aussi d'une manière ou d'une autre à attaquer dans le passé où Spider-Man revenait tout pimpant des guerres secrètes avec son nouveau costume noir, hein, dans le passé, on nous raconte les aventures inédites. Peter David, qui est un scénariste de haute voltige, et je pense qu'il n'y a que lui et quelques autres hein, qui arrivent à faire fonctionner cette prémisse, hein, avec des personnages aussi improbables que Kang, qui va croiser Spider-Man, et les dialogues, les références, enfin il y a tout qui fonctionne très bien. Je peux pas vous dire pourquoi, mais c'est vrai que bon, les dernières pages m'ont un petit peu fait chier. Si vous l'avez lu, on peut en discuter dans les commentaires en prenant gaffe de pas spoiler les autres. Et même les dessins de Greg Land m'ont paru moins lourds à supporter que d'habitude, moins pénibles, hein, puisque je pense que son dessin est mieux adapté à ces espèces de blockbusters, d'action. Il y a aussi un soir où je me suis pris une pause en mangeant et où je me suis dit allez, on va continuer la série Love, Death, Robots, hein, et j'en étais à l'épisode 3. Je peux vous assurer que le repas a pris un tout autre goût. Sans trop vous spoiler, ça traite du problème de la surpopulation directement à la source. Hein. Bon, ça reste, ceci dit, pour moi, un des meilleurs épisodes de la série. J'en suis au 6 ou 7, j'ai quasiment tout vu, mais j'ai préféré quand même la saison 1. Et puis pour ceux que ça intéresse, j'ai eu l'honneur d'être invité sur la chaîne du bon Ingé Comics pour parler de mon métier, un traducteur de comics, traducteur en général, mais là plus particulièrement de comics. Donc il y a des anecdotes, elles sont peut-être pas présidentielles, mais pour ceux à qui ça pourrait plaire, je vous mets le lien sur l'écran de fin de la vidéo, et merci à Ingé Comics de m'avoir invité. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou geekez, puisque c'est la fin de ce JT, hein. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à le suivre, à rejoindre le navire. On a passé les 37 000 abonnés, à mettre des pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, à partager à une vitesse folle sur le Discord, hein. Je sais que je demande pas le partage, la cloche, le ci, le là, je m'en fous un petit peu parce que pas vous emmerder quoi, mais attends, vous le faites tout seul et ça me touche énormément, hein. Donc vous pouvez réagir dans les commentaires sur YouTube, où je finirai par répondre à chacun d'entre vous. Là j'ai un petit peu de retard, hein, ça fait 2 semaines, mais je finirai par répondre, hein. Vous avez aussi les réseaux sociaux, hein, vous pouvez me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis près de 300 JT, hein. J'ai pas préparé grand chose pour le 300e, mais il y aura déjà un 300e, et ça c'est déjà bien. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Imaginez un petit concours d'anecdotes avec Alexandre Loukachenko. J'ai détourné un avion irlandais pour arrêter un opposant politique et sa compagne. C'est carrément faux. C'est vrai. Force à Roman Protasevich et Sofia Sapga.